Benoît Hamon, le porte-parole du Parti Socialiste et l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en ces temps difficiles pour le Parti Socialiste et même on peut dire pour tout le pays. Sans doute. Apparemment, les Français réagissent de la même manière à une nouvelle qui n'est pas une bonne nouvelle. La chute de DSK, comme titre l'ensemble de la presse et des hebdomadaires cette semaine. Qui pour sauver le Parti Socialiste? C'est le sujet qui sera abordé tout à l'heure avec Christine Pouget de l'agence France Presse, notre partenaire pour ce rendez-vous, à qui succédera pour le dernier quart d'heure de cette émission Perrine Tarnaud de Public Sénat pour des questions centrées sur vous, Benoît Hamon. D'abord, la droite est-elle dans le vrai quand elle pense ou dit que l'espoir a changé de camp? Ça montre qu'elle a jamais, comment dire, elle n'est jamais très éloignée de ses petits intérêts à court terme, la droite. Moi, je vais vous dire, je pense que l'élection présidentielle se jouera sur les problèmes des Français. Et on a bien compris qu'aujourd'hui, la droite, M. Copé, Fillon, Nicolas Sarkozy voulaient essayer par tous les moyens de faire diversion de ce qu'étaient les problèmes des Français. Si les Français votent en fonction de ce qu'est leur situation et de la manière dont elle s'est dégradée depuis plusieurs années, ils ne voteront pas pour Nicolas Sarkozy. S'ils devaient voter sur d'autres sujets, s'ils marchaient dans cette diversion, eh bien effectivement, on pourrait imaginer que Nicolas Sarkozy puisse être réélu. La tâche qui est la nôtre, et c'est pour ça que même dans ce moment de tourmente, incontestablement, pour la gauche, pour le pays, pour le Parti Socialiste, nous avons voulu maintenir le cap de ce que sont et seront nos réponses sur le logement, la santé, l'emploi, le chômage, parce que c'est le plus important qu'un parti politique qui, s'il doit gérer les crises, et c'est une crise politique que l'on vit incontestablement avec la situation qui est celle de Dominique Strauss-Kahn, nous devons rester ce que j'ai appelé un pôle de stabilité. Lors de la révélation de ce qui s'est passé à New York, certains ont évoqué un piège, l'hypothèse du complot. Vous nous parlez d'une diversion aujourd'hui? Non, je vous parle je vous parle du discours de la droite qui dit l'espoir a changé de camp. Je vous dis que, en règle générale, sa politique consiste à faire diversion de ce que la situation réelle des Français, et elle poursuivra dans cette stratégie. Je vous fais pas de lien entre la situation ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche et aujourd'hui ce qui est le discours de la droite en l'état. Je vous dis, ce sera ça sa stratégie. D'où l'importance pour nous de rester sur l'essentiel, c'est-à-dire de rester sur les problèmes des Français. Ils n'ont pas disparu. Pourquoi? Parce qu'il y a un événement tout aussi spectaculaire, tout aussi dramatique, tragique soit-il. Ces problèmes demeurent et un parti politique doit y répondre. En tous les cas, on peut dire que les socialistes sont dans la même situation que tous les Français, Benoît Hamon, dans une espèce d'hébétude, cet état de sidération qui empêche parfois d'ailleurs de bien réagir ou de bien réfléchir. Mais est-ce qu'il n'est pas urgent aujourd'hui, ce mercredi, que les socialistes tournent la page DSK, franchement? Écoutez, c'est quand même, vous allez quand même très vite en besogne, vous les médias. J'observe qu'un certain nombre d'hebdomadaires devancent leurs publications pour ne donner aucune information nouvelle, mais sans doute aussi faire de belles couvertures et l'argent qui va avec. Mais donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous changerions la position que nous avions hier et avant-hier? Vendredi va avoir lieu une audition déterminante qui établira probablement des faits. Nous connaîtrons cette fois-là la stratégie de défense qui sera celle de Dominique Strauss-Kahn. Nous en saurons beaucoup plus sur ce qui s'est passé réellement. Il y a la plainte d'une femme qui dit avoir été violée. C'est extrêmement grave. Les chefs d'accusation sont extrêmement graves. D'ailleurs, la montant des peines qui pourraient toucher Dominique Strauss-Kahn illustre la gravité et nous avons conscience de la gravité de ces faits. Mais d'ici vendredi, il y avait une stratégie, en tout cas une réponse de la part des avocats de Dominique Strauss-Kahn lui-même, c'était de nier les faits. Et à ma connaissance, il nie toujours les faits. Eh bien, nous saurons vendredi si les faits établissent une vérité qui doit amener à remettre en cause la version d'un tel ou d'une telle. Je dis juste parce que je sais que sur ces questions, il y a de l'émotion qui s'exprime et à mes yeux, elle est parfaitement légitime. Je n'oublie pas, et d'ailleurs, je crois l'avoir dit régulièrement, nous n'oublions pas que dans cette affaire, la première victime est la plaignante. Vous l'avez peut-être dit plus tôt que d'autres. Il y a eu un rééquilibrage de la parole des amis de Dominique. Vous ne pouvez pas le nier. Par exemple, quand Jack Lang trouve incompréhensible que DSK reste en prison, car il n'y a pas mort d'homme tout de même. Comment est-ce que vous réagissez? Je trouve que cette expression est déplacée et malvenue et qu'il faut retenir que dans cette affaire, il y a pour nous une émotion de voir un homme que nous connaissons, pour certains d'entre eux, de mes amis politiques, personnellement, depuis 10, 15, 20 ans, avec lesquels ils ont partagé des combats politiques, se sont investis, le voir dans cette situation provoque une émotion qui est une émotion compréhensible, légitime, vis-à-vis de quelqu'un
que l'on voit transporté au cœur d'une scène qui était jusqu'ici réservée aux séries télévisées et au cinéma américain. Et cette scène-là a choqué, c'est pas parce qu'elle choque que cette émotion submerge ce qui est le sens pour nous des réalités. Le sens des réalités, c'est d'abord de se souvenir qu'il y a une femme qui a peut-être été victime d'une tentative de viol. Si ces faits étaient établis, ce serait extrêmement grave parce que c'est un crime extrêmement grave. Jean-François Copé oppose la retenue de l'UMP sur DSK aux propos de haine, dit-il, sur Woerth et encore à Lyon-Marie. Que lui répondez-vous? Je vois qu'il est dans le calcul politique. Souvenez-vous que nous posions des questions, que M. Woerth avait menti devant l'Assemblée nationale, que Mme Alliot-Marie avait elle-même menti, et qu'au bout du compte, dans ces affaires, quand nous posions des questions et qu'on refusait de nous répondre, on était dans le déni, soi-disant dans la chasse à l'homme, le lynchage, l'acharnement, etc., qu'on associait d'ailleurs les médias aux socialistes dans cette affaire. Nous nous sommes contentés de faire ça pour démontrer ensuite que manifestement il y avait un problème au point que M. Woerth soit écarté du gouvernement par M. Sarkozy. Donc je vois bien où veut en venir Jean-François Copé. Oui, et mais à la phrase que l'on prêtait hier dans Le Monde à Nicolas Sarkozy. Vous avez perdu la bataille de la morale. Oui. Je veux vous dire juste que, de la part de Nicolas Sarkozy, ça pourrait prêter à sourire, quand on sait les mélanges et les conflits d'intérêts qui ont émaillé la totalité de son mandat, quand on se souvient de la gestion de la révolution du printemps arabe, mais j'ai l'impression qu'il a un tout petit peu corrigé le tir depuis, mais il n'a pas fallu longtemps pour que les snipers de l'UMP, Jean-François Copé en tête, reprennent leurs fusils, leurs lunettes et tirent à vue. Ils vous surveillent. Ce sera difficile, à l'avenir, peut-être plus difficile pour les socialistes d'adopter une posture morale sur tel ou tel sujet. Et pourquoi donc? Et sur quoi? Parce que les snipers, ils sont là. Et puis ils vous diront. Mais les snipers ont-ils une quelconque crédibilité? Qu'est-ce que vous avez à reprocher, par exemple, au porte-parole du Parti socialiste? En matière morale. Vous, dès lundi, vous vous êtes soucié de la victime. Mais peu importe, au Parti socialiste, en tant que parti politique, à Martine Aubry, à ses dirigeants, il y a un problème, il y a une question qu'on ignorerait, qui est planquée sous votre tapis ou sous cette table qu'on ignorerait? Je ne crois pas. Donc je dis juste que pour nous, la question centrale, elle n'est pas de répondre, comme je viens de le faire maintenant, à ces attaques, elle est de se concentrer sur ce qu'est la faille, l'échec, la lacune, le trou béant du bilan de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui vont mieux les riches, aujourd'hui vont moins bien les classes moyennes, les classes populaires, le salariat, les retraités. Eh bien tout cela se souviendront au moment du vote à qui ils doivent le fait qu'ils vont moins bien. Justement, vous avez cité les couches populaires, Benoît Hamon. Alors ce n'est pas vous faire injure, de lui faire injure non plus à DSK, de rappeler que c'était pas votre tasse de thé, DSK, politiquement, on peut le dire, on peut le rappeler. Sans lui, sans ses soutiens, sans les Troscaniens de la Fondation Terra Nova, auteur d'une note controversée, le Parti socialiste va-t-il donc songer un peu plus désormais à l'électorat ouvrier et populaire? C'est une question importante, un tout petit préalable. C'est pas une chose, vous dites, c'est pas ma tasse de thé. Nous n'étions pas de la même sensibilité. Oui. J'étais avec lui il y a une dizaine de jours, puisqu'il avait demandé à me voir quand il était venu sur Paris. Nous avions eu un échange d'ailleurs assez passionnant sur la question du libre-échange, de la mondialisation, de ce qu'était l'état de la France. Et Dieu sait qu'elle va mal. Est-ce qu'il vous avait séduit? Mais on n'était pas dans... par ses idées. Mais je sais ce qu'il pense, il sait ce que je pense. On est des camarades dans le même parti, donc on se parle. Pour vous retrouver, pour vous rapprocher, là. Mais vous savez, un socialiste va voter socialiste au premier tour des élections présidentielles. Il y avait une primaire avant, il aurait pu être candidat, il ne l'était pas. Je veux juste vous rappeler qu'on tire un trait aujourd'hui sur quelqu'un qui n'avait jamais dit être candidat et qui avait dit qu'il discuterait avec Martine Aubry de cette possibilité en répétant publiquement qu'elle était la plus légitime, et que si elle était candidate, il ne le serait pas. C'est vrai quand vous l'avez rencontré, mais quand il a multiplié ses rendez-vous avec la presse... Il avait dit publiquement, les propos avaient été rapportés par plusieurs personnes, donc il les assumait. Devant les rédactions, il s'est présenté quand même il y a un mois maintenant comme l'homme providentiel, pour la gauche et pour la France. Il est assez logique qu'il s'y préparait, mais personne ne doutait de ça. Mais même s'il s'y préparait, il a pris soin systématiquement de dire et de rajouter que l'idée qu'il avait de la responsabilité l'a mené à penser que Martine Aubry était la plus légitime et que s'il se présentait, il ne se présenterait pas. Je dis juste ça parce que... Non, mais c'est marrant de voir de quelle façon aujourd'hui on considère qu'il était même pas candidat à la primaire, mais d'ores et déjà candidat élu. En tous les cas, je repose... D'accord. Ceci posé, voilà. Benoît Hamon, je vous repose la question sous une autre forme. Le conseiller de Nicolas Sarkozy, très controversé parce qu'il vient de l'extrême droite, Patrick Buisson, a évoqué récemment la prolophobie de la gauche mondaine
mondaine et parisienne. Est-ce qu'il ne voyait pas juste quand on a vu tomber cette note de Terra Nova qui a dû vous faire bondir? Mais parce que c'est pas le Parti socialiste, Terra Nova, c'est un think tank qui est un think tank animé par quelques socialistes, et ils ont le droit de le faire, qui travaillent avec des sociétés privées qui produisent, mais c'est pas la boîte à idées du Parti socialiste. Avez-vous vu dans le projet socialiste une analyse de la société qui considère qu'il faille faire l'impasse sur les classes populaires au motif qu'elles auraient aujourd'hui une sorte d'identité politique populiste, une culture qui soit éloignée du projet social-démocrate? Non. Eh bien, Terra Nova produit une analyse. Peut-être servira-t-elle à d'autres candidats, mais je peux, sans m'avancer beaucoup, dire que c'est pas cette analyse qui servira de base à la stratégie qui sera celle du candidat socialiste. Nous considérons aujourd'hui que les classes populaires et les classes moyennes partagent une communauté de destin. Pourquoi? Parce qu'elles vivent les mêmes problèmes. Augmentation de la souffrance au travail, conditions de travail qui se dégradent, déclassement, salaire qui n'augmente pas, pouvoir d'achat qui baisse, que ça concerne un employé, un ouvrier ou un cadre moyen, ou les classes moyennes ou les classes populaires, cette communauté de destin les rassemble. Eh bien, c'est à eux que nous voulons parler ensemble, sans distinguer ce que sont les classes populaires, des classes moyennes, et en oubliant que la plupart d'entre eux sont des salariés, des producteurs, des petits artisans aussi, des petits chefs d'entreprise qui partagent tous les mêmes conditions d'existence et toujours souvent les mêmes inquiétudes pour leur avenir et celui de leurs enfants. Donc voilà, écoutez, très bien qu'ils produisent des notes. Et je peux même vous dire que je ne pense pas que cette note-là aurait servi de base à Dominique Strauss-Kahn. D'accord. D'accord. En tous les cas, Dominique Strauss-Kahn se voyait, je vous le disais, comme l'homme providentiel de la gauche et de la France. Il l'avait dit notamment à nos confrères de Libération, c'était lors de ce fameux déjeuner du 28 avril. Il avait confié à nos confrères ces 3 qualités, selon lui. La compétence, la dimension internationale et le calme. On se dit, c'est pas facile à remplacer. Mais si vous prenez les mêmes qualités, mais il y a d'autres qualités. Et il y a d'autres qualités, c'est le tempérament. C'est le sens des responsabilités, ce qui ne veut pas dire qu'il n'en avait pas. Mais je sais d'autres candidats ou candidates qui présenteront des qualités qui sont des qualités indispensables pour faire face à la crise et ne pas répondre à la crise que la réponse ou la solution à la crise, c'est demander davantage de sacrifices aux Français. Notre priorité, ce sera plus la minorité, comme c'est le cas depuis 5 ans, mais le sort de la majorité, son avenir. Bien sûr, et le Parti socialiste sera au rendez-vous de 2012. Martine Aubry, il y a quelques jours, a jugé utile de le rappeler. Benoît Hamon, Christine Pouget de l'AFP. Vous avez pensé qu'on pourrait ne pas avoir de candidat? Non, mais c'est elle qui l'a dit, c'est elle qui l'a dit. Je suggère d'une petite dépêche. Elle a rappelé une évidence. Elle a rappelé l'évidence. Christine Pouget, donc de l'AFP, va nous rejoindre pour poser la question. Est-ce que, par exemple, Martine Aubry, qui multiplie autour d'elle les soutiens en ce moment, peut-être sans les solliciter, doit-elle se déclarer? Qui pour sauver le Parti socialiste? Qui pour 2012? Sachant donc qu'aujourd'hui, cas de force majeure, Martine Aubry est libérée de son pacte. Michael Zamès. Un temps au retrait, les soutiens de Martine Aubry retrouvent le sourire et se prennent désormais à espérer. Élus, dirigeants, ils se rangent désormais derrière la première secrétaire, convaincus qu'elle portera au mieux les couleurs de la gauche. Effectivement, elle représente aujourd'hui notre rassemblement et même, d'une certaine manière, un potentiel de rassemblement de la gauche. Martine Aubry, elle, ne veut pas bousculer le calendrier du Parti socialiste, même si, selon ses amis, elle donnera des signes dans les prochaines semaines. En attendant, la première secrétaire donne rendez-vous aux électeurs. Je le dis très simplement aux Français, nous serons au rendez-vous de 2012. Le Parti socialiste sera là. Sur la ligne de départ, les candidats à la primaire sont déjà nombreux. Après cette affaire DSK, François Hollande est passé du statut de challenger à favori, mais pour lui, pas de changement de stratégie en perspective. Pour Ségolène Royal et Arnaud Montebourg, les vents des sondages ne sont pas porteurs, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Je suis très optimiste sur le fait que nous avons en nous les ressources pour maintenant nous rassembler. Reste une question, que feront les amis de Dominique Strauss-Kahn? Pierre Moscovici pourrait lui aussi être tenté par l'aventure, comme d'autres. Laurent Fabius pourrait lui aussi se positionner comme un possible recours. Voilà, Christine Pouget est avec nous. Christine, bonsoir. Bonsoir. Votre question? Bonsoir, Benoît Hamon. Bonsoir Christine Pouget. Alors, Martine Aubry, donc son pacte est caduc, de facto avec DSK. Et est-ce qu'elle est obligée d'y aller? Alors, rien ne l'oblige à être candidate à l'élection présidentielle. Vous savez, je crois que Martine Aubry a raisonné de la manière suivante depuis le départ. Elle a conscience que nous avons une immense responsabilité. C'est que nous ne pouvons pas nous permettre le luxe ou le drame de 5 ans de mandat de Nicolas Sarkozy supplémentaire. Et pour cela, il faudra
remplir toutes les conditions pour pouvoir gagner et mettre toutes les chances de notre côté. Et elle avait dit dès le départ, je ne considère pas, une fois que j'ai dit ça, que je suis la solution. Parce qu'elle ne croit pas à l'idée qu'une seule personne serait la solution. Et qu'il faudra avant reconstruire la gauche, rassembler le Parti socialiste, rassembler la gauche, qui est une étape encore à conquérir, pour être en situation ensuite de pouvoir proposer le ou la meilleure d'entre nous. Elle incluait d'ailleurs dans cette discussion Ségolène Royal, Bertrand Delanoë, parmi les candidats potentiels, Laurent Fabius et ceux qui voulaient présenter sur la ligne de départ. Et l'idée qu'elle s'est faite de la responsabilité, c'était cela. Et aujourd'hui, elle est exactement dans le même état d'esprit. Je l'ai dit tout à l'heure, elle n'avait pas décidé si elle serait candidate la semaine dernière. Dominique Strauss-Kahn non plus. Ils se préparaient ensemble, ils discutaient ensemble avec d'autres. La question de savoir si elle le sera se fera en fonction des mêmes critères. Pense-t-elle, à ce moment-là, quelle est la meilleure chance pour la gauche et le Parti socialiste de battre Nicolas Sarkozy? Que pensez-vous, vous? Moi, je l'ai dit, c'est un secret de polichinelle. Non, mais peut-être aujourd'hui, son devoir est plus mais je parlerai là encore pas en termes de devoir. Ni d'obligation, ni de devoir. Non, mais elle n'a pas de devoir. Nous avons un devoir collectif. Elle n'a pas le devoir, elle, d'offrir son intelligence au socialisme et au peuple français. C'est pas comme ça que je conçois les choses. Je pense qu'elle est la mieux à même, aujourd'hui, à la fois de porter un projet qui, sur la question sociale, qui sera la question centrale, qui correspond à la demande la plus évidente des Français. Je veux dire, quand ils nous arrêtent, ils nous disent quoi? Que le pouvoir d'achat baisse, pourquoi? Parce que les salaires n'augmentent pas, que les dépenses incompressibles, elles, ne cessent d'augmenter, qu'ils ont de plus en plus de mal à se soigner pour des gens qui n'avaient jamais imaginé avoir ce type de problème, que contrairement aux fables du ministre Châtel, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui d'avoir des classes dans lesquelles on a des profs en face de soi. Mais je dis pourquoi elle le fera. Si j'explique que c'est la responsabilité, ça, c'est pas, voilà, ça tombe pas du ciel. C'est parce qu'il y a une situation qui est extrêmement alarmante et qui suppose qu'on ait une femme qui rassemble, de tempérament et qui soit en capacité, pas simplement de conquérir le pouvoir, mais demain, dans, on va dire, ce qui est le spectre des contraintes, ce que sera le rapport de force, de changer en profondeur l'organisation de ce pays, en termes de solidarité, en termes de lien social, de rémunération du travail, d'accès aux services publics. Ça supposera de la force. Est-ce qu'elle en a réellement envie? Fabius, beaucoup d'interrogations. Moi, je vais vous faire une réponse. Eh ben, Fabius a une très belle formule, je la reprends. Il dit l'envie, c'est pour le chocolat. Et bon, Nicolas Sarkozy avait très envie. Ben, nous, on a maintenant aussi très envie qu'il s'en aille, parce qu'il avait très envie d'être président. On n'a pas eu l'impression que cette envie, il a sans doute joui de sa fonction. Il en a profité. Il en avait très envie. Il en a beaucoup profité. Maintenant, on attend un président ou une présidente qui a le sens de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est de prendre les problèmes, de regarder là où se situe l'intérêt du plus grand nombre, l'intérêt du pays, de la nation, et de ne pas considérer que l'intérêt de la nation, c'est toujours l'intérêt des petits copains. Voilà. Quand est-ce qu'elle doit se déclarer, alors, à votre avis? Est-ce qu'il faut qu'elle attende, je veux dire, le début de la candidature? Si elle est candidate. Si elle est candidate. Il y a un calendrier qui court jusqu'à la mi-juillet, et nous le saurons, et elle vous donnera sa décision. Moi, j'ai pas de conseil à lui donner. Observons, d'abord, c'est difficile de parler de ça alors qu'on est en même temps dans l'attente d'informations supplémentaires sur ce qui pourrait se passer à New York. Dominique Strauss-Kahn dort en prison, rien que de le dire, j'ai l'impression d'être dans une fiction. Donc voilà, je sais pas, on n'a pas parlé de ça avec Martine Aubry, on n'est pas dans ce calendrier-là. Elle a voulu tenir le cap, elle était à Bordeaux hier devant plus d'1 millier de personnes parler du projet, elle a mesuré ce qu'était la demande, l'attente, le trouble de nos propres électeurs. Elle était aujourd'hui pour parler enseignement supérieur recherche à Toulouse. Elle a visité des labos, parlé de notre politique d'éducation, d'investissement dans la recherche, notre politique pour les universités. Mais elle est plus que sur le terrain. Elle parle du problème qui... Non mais c'est même pas qu'elle est sur le terrain comme une formule où voilà, c'est pas une figure imposée. Elle est très active, vous nous dites. Mais elle est là où aujourd'hui les Français attendent plus qu'une posture et un discours, ils attendent des réponses. Et néanmoins, François Hollande est largement devant dans les sondages désormais. C'est un problème, un handicap aussi. Mais vous savez, François Hollande est candidat.
Lui, il dit qu'il veut aller jusqu'au bout. Il a montré très vite son envie, justement. Mais écoutez, c'était pas du chocolat, mais c'était la présidentielle. Je respecte François Hollande pour beaucoup de raisons, et parmi celles-là, le fait qu'il ait un candidat qui défend un certain nombre d'idées, qu'il les met dans le débat, qu'il est actif, voilà, qui multiplie les réunions. Il a été premier secrétaire du parti. Maintenant, ma conviction, c'est que Martine Aubry, elle n'est pas encore candidate. Donc on mesure dans les sondages des gens qui sont candidats avec des gens qui ne l'ont pas dit. Et pour avoir une petite expérience dans le domaine des études d'opinion professionnelles, et je mesure, et je pense que vous-même, si vous regardez un tout petit peu sérieusement ce que disent les études un an avant l'élection présidentielle, je veux dire, arrêtons chaque semaine de nous sortir des études contradictoires en pensant que c'est la vérité du moment, quoi, voilà. Malgré tout, quand même, DSK, je veux dire, s'il avait été candidat, enfin, il était quand même une espèce de rempart contre l'éparpillement des candidatures multiples, secondaires, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec cet empêchement plus que probable, il ne va pas y avoir une multiplicité de candidatures et ça va ramener... Avec quelles conséquences? Est-ce que ça ne va pas recréer... Certains imaginent de supprimer, par exemple, les primaires. C'est Claude Barthelone qui soutient, comme vous, Martine Aubry. Que pensez-vous de cette idée-là? Je pense que le réflexe des socialistes aujourd'hui, je crois que ça va produire des résultats durables, va au rassemblement. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Les discussions que j'ai avec mes amis, les discussions que j'ai avec un certain nombre de candidats, je pense que c'est aujourd'hui où les entourages, vous savez, on n'est pas dans des écuries cloisonnées, totalement séparées. François Hollande, on se parle, on téléphone. Ségolène Royal, on se voit, on se parle. Tout le monde se parle. C'est-à-dire que il n'y a pas 3 ou 4 partis socialistes parallèles. Ça a pu exister au Congrès de Reims, c'était le cas. C'était très difficile de se parler. On a vu pour quel résultat. Aujourd'hui, les socialistes, plus l'échéance se rapproche, plus ils se parlent. Je pense que c'est bien. Et avec la situation que nous vivons, qui était imprévisible, que ça vous a ressouvé, vous avez l'impression? Le mot que vous avez utilisé tout à l'heure est le plus juste, c'est la sidération. C'est-à-dire que c'est comme si on avait perdu le contact avec le réel. D'où le fait qu'on bascule dans l'irrationnel, qu'on imagine des scénarios, des conjurations, des conspirations, pardon, des complots, en tout cas qu'on imagine que se développent sur Internet dans l'opinion. Bon, mais on est aussi dans ce moment-là. Vous me posez des questions sur l'avenir, je peux vous assurer qu'en ce moment, mon quotidien comme porte-parole du Parti Socialiste, il n'est pas encore à bâtir des plans sur la comète et d'écrire à l'avance une histoire qui dépend très largement. L'unité se renforce dans cet état de choc, au point d'imaginer de se passer des primaires? Non. Non. Pour vous, c'est clair? Je veux dire, il y aura les primaires, le calendrier sera respecté? Oui et oui. Oui et oui. Et je veux dire, vous ne pensez pas que ça pourrait évoluer là, dans le mois qui viendra sous la pression amicale des uns et des autres? Je ne vois aucun événement proche ou à venir qui justifie cela. Alors en même temps, en disant cela, je peux toujours être contredit par un événement exceptionnel. Mais je crois que notre tâche, dans un moment comme celui-là, surtout quand il y a gros vent, gros temps, c'est de garder en tête l'objectif. Ben oui, mais vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé de prendre une trajectoire, en général en bateau surtout pas, rectiligne. Hein. Vous-même, vous aviez dit d'ailleurs que vous iriez peut-être si DSK y allait. Qu'en est-il là maintenant? Eh ben, j'avais dit peut-être, j'avais mis des si. Aujourd'hui, pas plus qu'hier, je suis candidat à la primaire. D'accord. Mais ça peut quand même éveiller d'autres envies d'y aller. On pense par exemple à Laurent Fabius. Je veux dire, il paraît qu'il a reçu des milliers de mails. Là, je veux dire. Bon. Donc voilà, on se pose la question. Il était un peu sorti des écrans radars des sondages. Là, on voit qu'il est très bas. Qu'est-ce que vous en pensez? De ce que je sais, de ce que je connais de lui, encore je ne suis pas un intime, mais je trouve que je ne crois pas que ce soit sa pente. Ce serait pas très cohérent avec ce qu'il a pu jusqu'ici dire, le rôle qu'il a pu jouer. Il est aujourd'hui une autorité incontournable dans le Parti Socialiste et il a joué un rôle déterminant comme un élément de stabilisation du Parti Socialiste. Et je crois qu'il continuera à jouer. Il joue vraiment collectif, c'est ça? Oui, il stabilise le Parti Socialiste. Il est une autorité dont nous avions besoin. Quand je dis nous, je pense tous les candidats aux primaires compris.
Et on devrait saluer le rôle qu'il a joué depuis plusieurs mois pour stabiliser le Parti socialiste. Mais il s'était, semble-t-il, rangé derrière la stature de DSK, qu'il a apporté son soutien. Et cette stature, je n'ai pas l'impression qu'il la retrouve chez les autres candidats aux primaires. Par exemple, j'ai lu qu'à propos de Martine Aubry, il disait qu'elle n'a pas le langage présidentiel. Mais vous savez, ils n'auront pas les mêmes qualités. Mais c'est pas... aucun d'entre eux n'a les mêmes qualités, donc ils ne sont pas interchangeables. Et c'est pour ça qu'il n'y aura qu'un candidat à la présidentielle qui sera choisi en fonction sans doute de ses qualités, mais aussi du projet qu'il porte. Je peux vous assurer que l'électorat qui viendra voter aux primaires sont des électeurs, pour la plupart socialistes ou de gauche. Ils viendront en fonction du désir de gagner, de l'envie de gagner pour ce qui les concerne, mais aussi en fonction de ce qu'ils croient être les arguments indispensables pour gagner. Et ils seront attentifs à ce qu'on dira sur l'avenir de la fonction publique. Ils seront attentifs à ce qu'on dira sur la lutte contre les délocalisations. Ils seront attentifs à ce qu'on dira sur la manière de lutter contre les licenciements, sur le fait qu'on réduise l'échelle des salaires, si on peut concrètement augmenter les salaires, si on peut concrètement augmenter les minima sociaux, sur l'avenir des retraites. C'est les questions qu'ils nous poseront, vous savez. Aujourd'hui, beaucoup nous parlent, mais qui va être votre candidat? Mais la question qui précède ou la question qui suit immanquablement, c'est au fait, sur les 60 ans, sur la question de la santé, sur la question de l'avenir de mes enfants, quand un chef d'entreprise d'une PME vous dit sur les impôts, ça m'intéresse que vous baissiez parce que je réinvestis. C'est immanquablement, ils reviennent à leur situation individuelle et puis aussi à la volonté que la France retrouve son rang, ce qu'elle a perdu depuis quelques années. Où en sont vos discussions avec les partenaires de la gauche plurielle? J'avais aussi une question un peu sur Mélenchon. Elles se poursuivent, elles se poursuivent. Nous ferons un point bientôt sur ces discussions. Nous souhaitons et nous engagerons à la fois sur le fond avec nos partenaires à avancer sur un certain nombre de sujets. On va dire très simple, on peut avec les Verts avancer sur la question du financement de la solidarité. On va ensuite avoir au menu la politique énergétique. Au Parti socialiste, on est en train de poursuivre ce débat. Il n'est pas fini, mais nous aurons là un sujet qui est un sujet où on fera l'inventaire de ce qui nous rassemble, puis aussi de ce qui continue à faire divergence. Mais l'objectif est bien d'arriver à un socle commun sur lequel l'ensemble des formations de gauche puissent se retrouver. Et je vais vous dire ce qui les réunit, les formations de gauche. C'est quoi? C'est le progrès. C'est comme en France, si la marche du progrès s'était interrompue depuis maintenant de trop longues années. Eh bien, nous voulons ensemble reprendre la marche du progrès. Nous pouvons le faire avec la volonté de redistribuer les richesses, de lutter contre les inégalités. Ça n'empêche ni la modération, ni la tempérance, et notamment vis-à-vis du milieu naturel et de l'écologie. Dernière question, Christine. Sur Mélenchon, justement, est-ce qu'avec le possible retrait de DSK, est-ce que ça va faciliter vos discussions avec Mélenchon, justement? Écoutez, je ne sais pas, moi je suis pour discuter avec Mélenchon de toute façon. Voilà. Donc, de toute façon. Et je ne mets pas de préalable à cette discussion, je ne lui dis pas nous voulons discuter avec toi, à condition que peut-être en mettra-t-il lui. Mais moi je n'en mets pas pour l'instant de préalable. Et nous disons, nous voulons discuter avec le parti de gauche parce que nous aurons besoin du front de gauche dans sa totalité, des écologistes, pour rassembler la gauche et demain gagner les élections présidentielles. Donc parlons. Merci Christine. Merci. Avant d'accueillir Perrine Arnaud, une réaction à Jean-François Copé. Lui, il est contre les primaires socialistes. Il dit attention, et il dit il y a danger. Écoutez bien. Il a peu de goût pour la démocratie d'ailleurs. Oui, il dit attention, il y a danger. Il évoque de possibles pressions des maires socialistes sur leurs subordonnés, par exemple leurs employés, pour les inciter à aller voter. Écoutez, le secrétaire général nommé par Nicolas Sarkozy de l'UMP va inventer toutes sortes de légendes, toutes sortes d'histoires pour expliquer au départ que c'était illégal. C'est bien ça qu'il avait dit. Donc ça n'est pas illégal, nous sommes bien d'accord. Voilà, donc encore une histoire, ça s'est réglé. Maintenant, les maires feraient pression sur les employés pour qu'ils viennent voter. Même leurs administrés allaient savoir. Un maire a du pouvoir dans une commune. Écoutez, tout ça est ridicule. Moi, j'aimerais que Jean-François Copé pense 2 secondes à la France plutôt qu'à ces petites histoires. Et puis s'il a un problème avec la démocratie, je trouve ça triste de la part du patron de l'UMP. Allez, Perrine donc va nous rejoindre. On va d'abord découvrir, Benoît Hamon, différentes facettes de votre personnalité. Et oui, en entrant d'abord discrètement dans votre bureau, rue de Solferino. Ce matin. Ah oui, justement, on a pu pousser la porte. Visite guidée, signée Tam Tranui. Rue de Solferino. À quelques encablures de l'accueil, rez-de-chaussée à droite, on pénètre dans le bureau de Benoît Hamon.
Rentrer chez le porte-parole du Parti socialiste, c'est un peu comme pénétrer dans la loge de la concierge. D'ici, on a une vue panoramique sur les allées et venues. Rien ne lui échappe. Ambiance studieuse et plutôt modeste. Entre les unes des quotidiens, on observe des notes de travail pour préparer les entretiens médias. Consciencieux, Benoît Hamon. Mais quand on passe les murs en revue, on découvre ce que le porte-parole du PS veut bien montrer de lui. D'abord les symboles politiques et les figures tutélaires. Ici, on n'échappe pas au culte de François Mitterrand, ni à celui de Jaurès, ou encore Léon Blum. Les affiches d'époque de la SFIO en face du bureau. Benoît Hamon n'oublie pas le passé de la gauche. En bonne place, le compagnon de toujours, Henri Emmanuelli. Et last but not least, Barack Obama. Au passage, on note l'humour à la Benoît Hamon. L'ex-socialiste et super traître Éric Besson traîne sur les étagères, figé dans un cadre en plastique. Enfin, les passions personnelles. Le rugbyman est un peu partout. L'amoureux du foot aussi. Le féministe, enfin. Mais la facette qu'il dévoile le plus volontiers de lui, c'est le breton. L'écusson trône à sa gauche. Il est fier et têtu comme un breton, paraît-il. Oui, c'est vrai que vous avez bien une tête de têtu, Benoît Hamon. Moi, c'est vrai que j'ai enlevé des photos. Hein. Ah, lesquelles? Si, j'ai enlevé celle de ma fille déjà, pour commencer, et puis 2-3 qui relevaient plus de la blague. De la blague. Que je garde pour moi, donc. Donc, voilà. Avant notre visite, vous avez enlevé certaines photos. Oui, je préfère être honnête, oui. Ouais. Bon, Voilà. c'est dommage de ne pas pouvoir rire ensemble sur Non, certains clichés. Oui, non, mais il y a le Besson, je l'ai laissé, c'est vrai qu'elle y est, Oui, on vous l'a pas êtes mis quand là. même sacrément rancunieux, non? Pour garder Non. cette carte de visite Pour être d'Éric très Besson honnête, quand il c'est était un secrétaire hasard, national. au sens où vous savez, on a des roulants à côté de son bureau, et j'ai ouvert, et il y avait les cartes de visite d'Éric Besson quand il était secrétaire national. Je trouvais ça marrant, j'avais des petits cadres à dispo, j'en ai mis dedans, et puis ça nous rappelle C'est que... pour être sûr de jamais basculer à droite, pour vous? Oui, je pense pas que je sois trop menacé, mais on sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. Vous êtes très jeune encore. Hein? Ouais, Vous avez quand même laissé dans votre bureau pour notre visite ce matin cette photo de vous sur ce fond bleu. Parce que C'était c'est un cadeau. petit peu égocentrique, non? Vous Bah, mettez j'ai en qu'une valeur photo, j'en ai Quand qu'une. même, elle est plus grande que les autres. Non, mais si, en plus c'est une photo qui me rappelle le congrès, et qui était une photo où c'était une belle aventure humaine, politique. Alors, pour le PS, oui, pour le PS moyen. Oui, mais c'était à Mais Reims, nous, cette oui, fois, mais nous, c'était moi, mes amis, ceux qui défendions nos idées en matière de lutte contre le libéralisme, le libre-échange, pour la redistribution. On a vécu ça comme une aventure quand même positive, constructive, même si le bilan pour le PS n'était pas très glorieux. Et voilà, donc c'est un souvenir de cette belle aventure parce que je l'ai partagé avec beaucoup d'amis. Voilà. Notamment Jean-Luc Mélenchon. Oui. Que vous regrettez au Parti Socialiste? Je le regretterais s'il avait disparu du paysage politique comme un des Ah non, ça, acteurs. il est très présent dans le paysage Voilà, politique. donc je ne le regrette pas, je le pense toujours important et utile. Mais vous saluez son parcours depuis qu'il est sorti? Oh, je ne peux pas Est-ce que me vous avez été féliciter du parfois fait... tenté de le suivre, de le rejoindre? Non. Pourquoi? Parce que je pense que il a fait un choix politique qui, au moment où il l'a fait, parier sur une sorte de dérive social-libérale du Parti socialiste. Je n'ai jamais cru à cela. Il a tenté de vous convaincre? Non. Mais non, mais il était dans un choix. Je le respecte, puis je veux pas... on n'est pas d'accord là-dessus. Peu importe. Je dis, s'il avait disparu du paysage politique, c'était une très mauvaise nouvelle. Dès lors qu'il ne disparaît pas du paysage politique, qu'il est un acteur important dont la voix porte. Moi, j'ai du respect pour lui, beaucoup. Est-ce qu'il n'est pas sur la voie du social-populisme, Jean-Luc Mélenchon? Bah, ça dépend pas ce qu'on attend par populisme. Moi, vous savez, j'ai été rangé dans la même rubrique par M. Duhamel il y a encore quelque temps dans un de ses éditoriaux. Ben, c'est parce qu'on parle au nom du peuple et que le peuple réclamerait des réponses rapides à un certain nombre de problèmes qui sont assez urgents, les salaires, comment on paye le loyer, etc. Bon, si c'est ça, je prends avec lui, je revendique. Et puis c'est une manière de mettre tout le monde dans le même sac, c'est-à-dire y compris l'extrême droite, une partie de la gauche. Il y a un philosophe slovène, Slavoj Zizek, qui dit à cette remarque, qui disait que le risque pour l'Europe, ce serait de basculer
dans une opposition, un conflit qui ne serait plus entre la gauche et la droite, mais en une forme de camp du centre, centre-gauche, centre-droit, et tous les autres. Et on ne saurait plus différencier la gauche et la droite qu'à une forme de comportement plus libertaire de la gauche qui serait celui de la droite, mais un consensus sur les questions économiques. Je trouve que ça, ce serait le drame. Et de la part de ceux qui professent des solutions qui échouent depuis 30 ans avec beaucoup de régularité, je trouve que avoir comme seul argument de nous qualifier, nous caractériser comme des populistes, et surtout le stigmate de leur propre déclin intellectuel. Mais alors comment reconquérir alors les couches populaires qui pour l'instant font défaut comme base électorale au Parti socialiste? Alors, ça mériterait un bel exposé. Moi, j'ai créé un bouquin où je vais beaucoup parler de ça pour la rentrée prochaine. Où je vais beaucoup parler de ça fin août, début septembre. Au moment des primaires, alors? Oui, juste avant, c'est un beau moment pour parler en même temps. Mais où justement, je vais me concentrer sur cette question. Ce qui est saisissant, c'est le scepticisme des classes populaires sur la différence entre la gauche et la droite. Est-ce que ça changera quelque chose à ma vie? Ils en doutent. Et surtout sur la capacité, la possibilité pour les politiques d'influer tout simplement sur leur vie en mieux. Et quand on regarde le discours politique, on est forcé de constater qu'aujourd'hui, la plupart des politiques, quand ils parlent, ils disent « si vous ne faites pas ça, ce sera pire ». C'est que la seule perspective souvent qu'on propose, c'est pas une perspective en mieux, c'est de dire « attention, si vous n'acceptez pas prendre ce chemin, nous vous disons ce sera pire ». Sur les retraites, c'était emblématique. Si vous n'acceptez pas la retraite à 62 et à 67 ans, il n'y aura plus de système par répartition, donc ce sera pire. Sur tous les sujets, c'est ce discours-là, comme s'il y avait une fatalité aujourd'hui à ce qu'on n'ait pas le choix de la direction que le peuple français, ou le peuple allemand, ou le peuple slovène, ou le peuple letton doit et peut prendre. Eh bien, je pense que la réponse, elle est justement dans la différenciation politique entre la gauche et la droite, et dans la démonstration que nous allons faire, pas simplement qu'on peut tenir un autre discours, mais qu'on peut bien prendre ce chemin différent. Sur la dette, nous le verrons, sur la question des déficits, sur la question du libre-échange, nous verrons qu'il y a bien une autre voie. Mais sur la reconquête justement de ces couches populaires dont on parlait, est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi de courir derrière le Front National qui en a fait sa cible prioritaire aujourd'hui? Mais c'est un vote par défaut la plupart du temps. Vous savez, c'est une déclinaison du sarkozysme, Marine Le Pen. Son programme en matière d'immigration et d'insécurité qu'elle propose en plus dur que Sarkozy a déjà échoué avec Nicolas Sarkozy. La réalité aujourd'hui, c'est que c'est deux visages, deux politiques qui appartiennent au même registre. Ce que dit Marine Le Pen et ce que met en œuvre déjà M. Guéant, hier M. Hortefeux, M. Sarkozy, M. Fillon en matière d'immigration et d'insécurité. Ils se refusent à s'attaquer aux vrais problèmes. Et moi, je considère aujourd'hui que c'est pas parce que Marine Le Pen attire du vote ouvrier, il y a toujours eu du vote ouvrier sur l'extrême droite ou sur la droite, que nous, on devrait prendre acte d'un vote structurel à droite ou à l'extrême droite ou à l'abstention pour considérer qu'on se désintéresse de ce vote-là. Au contraire, c'est notre cible politique, pas notre cible au sens de notre intérêt à nous, mais c'est à eux que nous voulons parler en premier. C'est à eux que nous voulons redonner foi en leur bulletin de vote. Ça changera concrètement leurs conditions de vie. Puis de la part de celle qui n'a jamais été sur les retraites, pas un mot, je veux dire un mot. Marine Le Pen, elle était où sur les retraites? Elle est où sur les salaires? Elle est où dans les usines qui délocalisent? Elle est où sur les plans sociaux? Elle n'était pas encore candidate et pas encore présidente mais d'accord, du Front National. d'accord. Moi, j'avais pas un domestique dans le dos pour m'éduquer toute ma vie, voilà. Mais en même temps, quand il y a un débat qui est ouvert sur l'assistanat, par exemple lancé par Laurent Wauquiez, vous le refermez aussitôt parce que ça vous dérange. Pourquoi? C'est un sujet très sensible auprès des couches populaires, vous le savez. Mais on ne referme pas du tout. Qu'est-ce qu'il dit? Le cancer, c'est les chômeurs. Oui, mais vous rebondissez sur ce terme. Mais vous savez combien c'est par an ce qu'on consacre au RSA? 1,7 milliard d'euros. Oui, le chiffre avait fait suffisamment débat quand Martin Hirsch avait lancé le RSA. 1,7 milliard d'euros. Qu'est-ce qu'on est en train de donner en bouclier fiscal, en suppression de l'impôt sur la fortune aux déjà riches? Et on nous explique que le cancer, c'est les chômeurs. C'est-à-dire que c'est eux à qui on prête du vice de la part de M. Wauquiez. Mais c'est juste que moi je dis, et je l'assume ici, le problème de la France, ce ne sont pas ceux qui vivent des minima sociaux. Ça devrait être la priorité de la France que de leur proposer des solutions. Et s'ils ne trouvent pas de boulot, M. Wauquiez, c'est pas parce qu'ils sont volontaires d'être chômeurs, c'est pas parce qu'ils sont feignants comme vous le pensez et comme vous les montrez du doigt, c'est parce qu'aujourd'hui, non mais vous, lui, M. Wauquiez, je ne pense pas à vous évidemment, mais que c'est aujourd'hui parce qu'on est, d'abord il n'y a pas de politique de l'emploi, d'abord parce qu'on a fait des réductions d'impôts considérables qui nous empêchent d'investir, et ces réductions d'impôts, elles ont profité à qui? D'abord déjà à ceux qui payent des impôts, mais pas à tous ceux qui payent des impôts, aux plus riches. Donc merci pour les leçons. Et Laurent Wauquiez, quand je vous rappelle, allait faire quémander des aides pour son micro-parti à Londres auprès des chefs d'entreprise qui avaient beaucoup d'argent,
Lui, pour ça, il allait le faire, et maintenant, il demande des sacrifices à ceux qui sont au RSA. Franchement, s'il y en a bien un qui est mal placé pour faire la leçon à qui que ce soit, c'est bien M. Wauquiez. Il est le plus jeune du gouvernement, manifestement, dans sa tête, c'est le plus vieux. On enchaîne, on revient un peu sur les photos dans votre bureau. Il y a cette photo de Barack Obama. On est un peu quand même loin, là aussi, de votre positionnement politique, idéologique, non? Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Barack Obama? Un beau candidat centriste, quand même. Oui, mais Barack Obama, il assumait les restrictions au libre-échange pour défendre les intérêts des industries américaines et des ouvriers américains. Intéressant. Barack Obama, la figure de la modernité, assume les restrictions au libre-échange. Ici, on vous dit, être moderne, c'est s'ouvrir à tous les vents. Et par contre, ne pas poser ce que sont les intérêts des ouvriers, des employés français, tous ceux qui travaillent ici, ou européens. Lui, il l'assume. Mais il est moderne, quand c'est aux États-Unis, les restrictions au libre-échange, c'est moderne, pas ici. Ben moi, je m'inspire volontiers. Bon, ces positionnements-là, sur ce point-là, ont été suffisamment critiqués en Europe et notamment en France. Mais par qui? Pas par moi. Pas par beaucoup de socialistes qui proposent rien de moins qu'aujourd'hui, à travers le juste échange, une taxe aux frontières de l'Europe qui permette d'alimenter un fonds destiné aux pays en voie de développement, eh bien, ce qui est le principe d'une taxe altruiste qui relève de la même logique. Et moi, je suis content. Puis par ailleurs, au-delà de tout ça, moi, quand même, il n'y a pas eu beaucoup de bonnes nouvelles dans le monde occidental depuis longtemps, sinon ça a son élection à lui. Une naissance, bientôt, à l'Élysée. Est-ce que ça peut être un argument politique, le bonheur conjugal? D'abord, félicitations à eux deux, parce que c'est forcément une nouvelle qui doit les remplir de joie. Parce que c'est un enfant, parce qu'on nous parle de politique, c'est d'abord un acte d'amour. Donc si c'est vrai, parce qu'ils ne l'ont pas confirmé eux-mêmes, je crois, félicitations à tous les deux. Et après, je pense pas, ou je n'espère pas, qu'ils joueront là-dessus, d'abord parce que je pense qu'ils sont convaincus, l'un et l'autre, que d'abord ce serait pas très correct, mais au plus que ça n'aura, que les Français votent pas là-dessus, quoi. Mais les Français, en plein scandale DSK, apprécient sans doute l'annonce que ce bonheur conjugal sera concrétisé par une naissance. Les deux événements la même semaine, ça va toucher les Français. Ouais, faire attention aux comparaisons. Et puis, je vous rappelle qu'il y a toujours la présomption d'innocence. Bien sûr. Voilà. Toujours la présomption d'innocence. J'ai encore quand même une question sur ce sujet. Non, mais je continue, moi. Parce que vous venez de faire le parallèle, donc je vais continuer. J'ai pas fini. Vous allez il y a des parallèles dans l'actualité. Oui, mais vous esquivez un petit peu vite. Donc, non, mais moi, je trouve que ces deux images n'ont rien à voir. Et c'est pour ça que, dans un cas, je suis mobilisé comme porte-parole du Parti Socialiste et je vous ai dit ce que j'ai dit tout à l'heure. Et dans l'autre cas, je félicite ce couple, le couple présidentiel, s'il attend un ou deux enfants. On ne sait pas, En tout cas, ce sont des titres qui s'entrechoquent à la une de l'actualité. Benoît Hamon, j'ai encore une question. Mais c'est le hasard. Oui, c'est le hasard. C'est le hasard, vous y croyez. Encore une question sur l'affaire DSK. On a mentionné tout à l'heure votre engagement auprès des mouvements féministes sincères de longue date, Benoît Hamon. Quand vous entendez aujourd'hui que les avocats de DSK pourraient utiliser l'argument d'une relation consentie de la part de la jeune femme, ça doit vous faire bondir. Non, mais on ne connaît pas le dossier, d'accord, on doit être prudent, d'accord, mais quand même. Mais je ne suis pas au stade de l'intime conviction. Écoutez, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Je sais juste que l'électorat féminin se prononcera en fonction, pour les femmes, de ce qu'elles sont leurs conditions de femmes, mais aussi de ceux qui peuvent améliorer leurs conditions de femmes en termes d'émancipation, d'épanouissement. Et je crois qu'aujourd'hui, quand le Parti socialiste prend l'engagement en 5 ans d'opérer un rattrapage, pas juste blablabla sur les inégalités de salaire, dans le salaire des femmes et des hommes, en faisant de la transparence dans les entreprises sur qui gagne quoi, il y aura de sérieuses surprises dans certaines entreprises. J'espère que dans cette ici même, on se découvrira. Mais oui, mais on ne sait jamais. Mais qui gagne quoi? Et ben en tout cas, ça c'est un engagement concret. Après, vous savez, moi j'ai entendu les mouvements féministes et je trouve qu'elles sont naturellement dans leur engagement. Et en tant que socialiste, je suis aussi féministe par définition. Merci à vous, merci Perrine, bonsoir et à la semaine prochaine.